Alors, bonjour. Nous sommes rendus à la 5e étape du modèle d'action pour le recrutement et la rétention des ressources humaines bilingues, retenir le personnel bilingue et maintenir les capacités linguistiques. Nous savons que plusieurs d'entre vous ne sont pas encore rendus à cette étape, mais nous croyons qu'il est important de compléter la formation sur le modèle afin d'avoir une vue d'ensemble solide et de renforcer vos connaissances et vos argumentaires. Certains éléments dont vous entendrez parler à cette étape pourraient influencer des actions à des étapes antérieures. La rétention, ça se prépare à l'avance. Alors, comme on l'a mentionné, la rétention du personnel est une responsabilité organisationnelle. L'organisation a attiré les candidats par des facteurs reliés à sa réputation, aux conditions de travail, au salaire, aux autres avantages. Elle a attiré les candidats bilingues par le défi d'offrir des services de santé en français à la communauté francophone. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la rétention, un enjeu crucial pour les employeurs, des stratégies pour améliorer la rétention des employés bilingues, de l'appui au maintien des compétences linguistiques en français et en anglais, et du rôle des réseaux et de la communauté. L'organisation doit être attentive aux besoins et aux attentes de ses employés. On dit que la rétention est un enjeu crucial pour les employés. Pour retenir les ressources humaines bilingues, les employeurs doivent prendre des mesures concrètes et adaptées, d'autant plus qu'ils ont consenti des efforts additionnels pour les attirer et les recruter. Mais qu'est-ce que la rétention du personnel? La rétention du personnel, c'est le résultat de l'ensemble des processus, des mesures et des activités mises en place par un employeur pour fidéliser les employés au sein de son organisation ou pour les fidéliser à un poste désigné bilingue. Selon le Conference Board du Canada en 2005, 58% des employés canadiens pourraient accepter de changer d'employeur. Selon l'Association des infirmiers et infirmières du Canada, en 2009, une infirmière sur 5 quitte son emploi au sein d'un hôpital canadien à tous les ans, à un coût de 25 000 $ pour l'organisation pour chaque poste perdu ainsi. On a cherché des statistiques plus récentes, mais ce n'est pas évident. Alors, on vous encourage à peut-être aller chercher dans vos milieux respectifs des statistiques plus récentes qui pourront appuyer ou vous servir d'argumentaire. Pourquoi se préoccuper de la rétention du personnel bilingue? On doit se préoccuper parce que, premièrement, le nombre de candidats bilingues qualifiés demeure limité en milieu minoritaire. Pour rentabiliser l'investissement additionnel consenti au recrutement des professionnels bilingues, alors les organisations ont investi pour l'adaptation de leur processus de recrutement, pour des recherches de candidats plus exhaustives, plus longues, pour ajouter à leur processus de recrutement l'évaluation des compétences langagières. On doit aussi se préoccuper de la rétention pour assurer la continuité dans l'offre de services. On ne peut pas penser qu'une organisation l'offre pendant 2 mois, puis perd son infirmière bilingue, arrête pendant 6 mois d'offrir un service. Alors, les pénuries de la main-d'œuvre dans le domaine de la santé, surtout dans certains domaines hautement spécialisés, et la nécessité d'expertise de pointe pour offrir des services de qualité requiert vraiment de porter une attention particulière à la rétention du personnel. Alors, plus que jamais, la capacité d'une organisation à mobiliser ou à engager ses employés devient un atout stratégique. Il y a plusieurs facteurs génériques qui influencent la rétention. Ces facteurs-là affectent, dans le fond, tous les professionnels ou tous les employés. On va parler de la nature du poste, les tâches et les défis, est-ce qu'ils sont stimulants? L'accès à de la formation et à du développement professionnel, c'est très important pour un professionnel de la santé. La possibilité d'avancement de carrière au sein de l'organisation. La reconnaissance des efforts et de la réussite. Ça, c'est un facteur qui est extrêmement important, puis dans le fond, il ne coûte pas très cher à faire. On va parler aussi de la fierté et du sentiment d'appartenance envers l'organisation et finalement du style de gestion, de l'attitude et de la relation qu'a un professionnel ou un employé avec son supérieur immédiat.
Alors, il y a plusieurs facteurs qui influencent la rétention. Mais au-delà d'avoir et cela au-delà d'avoir à travailler de façon bilingue en milieu minoritaire. Alors, est-ce que vous pensez que les professionnels bilingues sont plus difficiles à retenir? On n'a pas trouvé de statistiques, mais ils sont possiblement plus difficiles à retenir dans certains milieux où la compétition pour les professionnels bilingues est forte. Par exemple, entre des organisations de santé locales et des organismes gouvernementaux ou le fédéral qui offre souvent de meilleurs salaires et une prime au bilinguisme. On a souvent parlé de ça à l'île du Prince-Édouard à titre d'exemple. Dans les territoires où la réalité du terrain fait que les professionnels bilingues restent rarement. Puis aussi dans les grandes villes où les hôpitaux universitaires font une concurrence féroce aux petits hôpitaux communautaires. Alors, il y a des raisons principales qui justifient ou qui expliquent le départ des employés bilingues. C'est important de les connaître et de les identifier afin de déterminer ce sur quoi les organisations peuvent agir et ce sur quoi ils ont effectivement un peu moins de contrôle. Alors, on va parler d'une charge de travail supplémentaire reliée au bilinguisme. Alors, le fait d'avoir toujours, bon, il y a un patient francophone qui arrive, est-ce que tu veux le prendre? Alors, ça amène un accroissement de la fatigue et du stress. L'absence de valorisation des employés bilingues, moi, j'irais même le contraire. Dans certains endroits, l'ostracisation des employés bilingues qui sont vus un peu différents des autres. Ça crée de l'isolement professionnel. On ne fait pas partie de la gang. Les inéquités dans les pratiques de gestion favorisant la dualité linguistique. Par exemple, il faut passer un test pour obtenir un poste bilingue, mais on n'a pas de test à passer pour obtenir d'autres types de postes où, quelquefois, la connaissance de l'anglais peut être déficiente. L'absence de politique interne assurant la visibilité du français. Lorsqu'il n'y a pas de cadre, c'est plus difficile. Alors, malgré ces facteurs, certaines organisations se démarquent en matière de rétention des employés bilingues. On va parler des facteurs clés pour devenir un employeur de choix pour les employés bilingues. Dans le fond, la première, c'est que l'employeur offre un environnement de travail où les employés se sentent à l'aise de communiquer dans l'une ou l'autre des langues officielles. L'environnement de travail est positif, il y a du soutien, il y a de la valorisation du personnel bilingue, le travail est intéressant, la charge de travail est adéquate. Deuxième élément, c'est l'appui. L'organisation appuie les employés qui désirent suivre une formation linguistique dans l'une ou l'autre des langues officielles. Il y a du développement professionnel, il y a de l'avancement de carrière, les postes bilingues, les postes de gestion bilingue sont accessibles. Le troisième, c'est la reconnaissance. L'employeur reconnaît les efforts de ses employés bilingues pour offrir des services dans les deux langues. On pourrait même, à certains moments, parler de rémunération, de possibilité d'incitatif financier, un échelon additionnel pour reconnaître le bilinguisme. Et finalement, l'employeur favorise le sentiment d'appartenance à son établissement. Il y a une politique claire pour la communication. Il y a une approche, ce type d'employeur-là va avoir une approche centrée sur les besoins des clients. À partir du moment où tu as une approche centrée pour les besoins des clients, tu deviens attentive aux besoins de tes employés pour rencontrer les besoins pour rencontrer les attentes des clients. Dans le fond, le sens d'appartenance et la fierté, c'est extrêmement important. Si je parle un peu de mon expérience personnelle en contexte minoritaire, alors j'ai travaillé dans des hôpitaux anglophones de la région de Montréal en titre de francophone. Ce sentiment d'appartenance, de fierté ont été des facteurs importants qui ont fait que je suis restée plus longtemps dans un établissement ou dans un autre. À titre d'exemple, à l'hôpital général de Montréal, je débarquais de l'autobus le matin,
puis j'entrais dans l'hôpital, je me retournais, on était au-dessus de la ville de Montréal, we're on top. On était fiers de travailler pour cet établissement-là, de son statut de centre de traumatologie, de tout ce que l'organisation faisait. Alors, ces sentiments-là sont très importants et sont souvent plus difficiles à développer pour un employé bilingue qui se sent laissé de côté ou qui ne fait pas partie du groupe ou où on ne valorise pas ses compétences linguistiques. Alors, je vais vous invite à écouter, dans le fond, le témoignage de Daniel Demoissac, qui a réalisé avec des collègues d'autres provinces une étude que je dirais importante sur le recrutement et la rétention des professionnels de la santé et des services sociaux bilingues en situation minoritaire. Alors, un des enjeux que vivent les professionnels de la santé bilingues qui travaillent dans un contexte minoritaire, c'est que la langue de travail, c'est l'anglais. Et donc, il faut que ces professionnels-là aient une bonne connaissance de l'anglais et du français. Un autre enjeu, c'est que la charge de travail pour ces professionnels bilingues-là est augmentée par le fait qu'ils ont la capacité de communiquer dans les deux langues. Alors, par exemple, ils vont être demandés de faire de la traduction ou bien de l'interprétariat entre un collègue unilingue anglophone et un patient francophone. Donc, ça représente une surcharge de travail en plus des tâches ordinaires de ce professionnel de la santé. Les organisations qui ont su recruter et retenir des professionnels bilingues ont quand même développé certaines stratégies pour faire en sorte que le fait francophone soit plus vécu dans le milieu du travail. Comme par exemple, certains organismes offrent des cours de langue adaptés aux besoins des professionnels de la santé dans les deux langues officielles. Ces cours de langue peuvent s'offrir sur site selon les disponibilités des professionnels. Donc, ça devient pas une surcharge de prendre le cours, ça devient quelque chose qu'on veut faire parce qu'on veut s'améliorer dans la langue officielle qui n'est pas notre langue maternelle. Une autre stratégie, c'est de vraiment, comme j'ai dit, faire valoir le fait français dans le milieu du travail, comme par exemple avoir des bulletins d'information bilingues, avoir de la formation continue dans le domaine de la santé en format bilingue autant que possible, d'avoir des réunions où est-ce que si tout le monde comprend le français, que la discussion se passe en français et en anglais. Il y a des moyens de faire valoriser le fait français dans les milieux de travail, de valoriser et de reconnaître la charge supplémentaire que vivent ces professionnels bilingues de façon quotidienne. Ça peut aller d'une prime du bilinguisme ou à des petites remarques, des remerciements, un petit cadeau, une petite note, un petit quelque chose pour faire en sorte que le professionnel de la santé bilingue soit reconnu pour l'effort supplémentaire qu'il fait de faire de l'offre active en français. Alors, les stratégies pour améliorer la rétention des employés bilingues. Au-delà des facteurs de rétention génériques qui touchent tous les employés également, il y a certains facteurs qui affectent particulièrement les employés bilingues qui souhaitent travailler dans les deux langues. Si on ne tient pas compte de ces éléments et que le poids d'offrir des services en français en milieu minoritaire devient trop lourd, le personnel bilingue pourrait quitter l'organisation. Il pourrait aussi y rester, mais ne plus offrir des services bilingues. Nous allons regarder ensemble 4 stratégies qui peuvent contribuer à motiver et à retenir les professionnels bilingues dans un rôle bilingue. Alors, être bilingue, c'est positif. Cette petite caricature, on l'adore un peu tout le monde. Le bilinguisme doit être perçu comme un aspect positif et non comme une menace pour les autres employés. C'est facile à dire, c'est pas si facile à faire en milieu minoritaire. L'humour peut souvent servir à faire tomber les barrières. En même temps, on veut aussi éviter que le personnel bilingue se sente prisonnier de cette compétence. Plusieurs professionnels bilingues ont mentionné avoir l'impression d'être le francophone de service. On veut vraiment éviter cela. Une infirmière bilingue est avant tout une infirmière qui peut offrir des soins infirmiers dans les deux langues.
Alors, la première stratégie de rétention, bâtir un milieu de travail accueillant où il est facile de travailler de façon bilingue. Un établissement bilingue ou reconnu pour offrir des services en français doit créer un milieu de travail où les employés, les clients et leurs familles se sentent toujours à l'aise de communiquer dans la langue officielle de leur choix. La stratégie numéro 1 prend forme au sein même de l'organisation et de sa culture. Le personnel bilingue connaît l'organisation, ses approches, ses pratiques. S'il est mobilisé, il peut offrir des services en français et surtout si on lui offre les ressources pour le faire. Alors, cette stratégie s'appuie sur la culture organisationnelle bilingue. On en a parlé dans le webinaire Accueillir, sur la disponibilité d'outils et de ressources bilingues, sur la formation dans les deux langues. On pourra y porter attention un petit peu bientôt, et surtout sur le soutien des gestionnaires. Il ne faut pas oublier que les gestionnaires doivent aussi être encouragés dans leur rôle de soutien aux employés bilingues par la haute direction. Alors, la deuxième stratégie, développer des politiques sur les services en français et ou l'accès linguistique. Cette stratégie est une stratégie qui est reconnue dans la littérature. On peut lire plein de choses là-dessus en lien avec les normes de compétences culturelles et linguistiques aux États-Unis. On l'a vu aussi dans certaines provinces. Alors, cette politique s'appuie sur l'engagement de l'organisation envers les services de santé en français et l'accès linguistique. On l'avait dit au début, il faut prendre la décision d'offrir des services en français et après ça, on agit. Cette stratégie-là s'appuie aussi sur des processus clairs et connus, des processus pour l'offre active de services en français, pour les services d'interprète et de traduction, comment les obtenir, quoi faire, sur les procédures de recrutement qui tiennent compte des compétences linguistiques. Cette stratégie repose aussi, je dirais, à sa base, il y a la reconnaissance formelle des barrières linguistiques et de leur impact sur la qualité et la sécurité des soins et services et sur l'importance de la compétence linguistique dans la livraison de soins aux patients francophones. Alors, la troisième stratégie, je pense que c'est une stratégie qu'on connaît tous et toutes, mais qu'on doit, de façon constante, remettre à l'avant, encourager les employés bilingues et éviter l'isolement professionnel. Cette stratégie s'appuie sur l'encouragement des employés à parler le français. Et ce n'est pas facile dans un monde complètement anglophone. Elle peut s'appuyer aussi sur les communications institutionnelles bilingues. C'est sûr que s'attendre à ce que toutes les communications soient dans les deux langues, mais si pour certaines communications clés, l'organisation communique avec son personnel dans les deux langues, je pense que c'est très fort comme message. Sur favoriser le réseautage des professionnels avec d'autres professionnels bilingues, avec des professionnels anglophones, avec des professionnels francophones. Et la collaboration avec les organisations, les institutions et la communauté francophone. C'est une excellente occasion d'impliquer les employés bilingues et même de les déléguer à certaines rencontres avec la communauté. Ça leur permet de réaliser à quel point les services en français sont importants pour celles-ci. Alors, il y a plusieurs bonnes pratiques que vous connaissez, que vous avez instituées dans vos milieux, les communautés de pratique, les journées de réseautage, le 5 à 7 francophone du réseau de l'Est, les conférences, les forums, le rendez-vous santé en français. Pour moi, comme pour plusieurs d'entre vous qui avaient participé à ces rendez-vous santé en français, on a entendu maintes fois des professionnels ou des membres de communauté nous dire comment ils apprécient ces rassemblements, comment les rendez-vous santé en français leur permettent de retourner dans leur milieu un peu plus motivés, un peu plus encouragés, un peu plus stimulés. Alors, ce sont de bonnes pratiques qu'il faut continuer à mettre de l'avant. Et finalement, la quatrième stratégie,
qui est une stratégie, je pense, qui est très importante, puis on va en parler probablement de plus en plus, c'est de développer des modèles d'organisation du travail ou des modèles d'organisation des services permettant de desservir les francophones. Naturellement, cette stratégie s'appuie sur un nombre suffisant de professionnels bilingues. C'est sûr que lorsqu'il y a une seule infirmière ou une seule travailleuse sociale bilingue dans un grand établissement, on n'est pas dans l'ordre des services bilingues, mais plutôt dans l'ordre d'une offre individualisée. Ça s'appuie sur des processus favorisant l'assignation des professionnels bilingues aux clients francophones. Ça n'arrive pas. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça arrive par hasard. Les patients, les clients se présentent, c'est pas nécessairement, à moins que ça soit planifié à l'avance, comme j'ai vu à quelques endroits au Nouvelle-Écosse pour les services aux enfants, où on savait lorsqu'un enfant d'une famille francophone arrivait à l'établissement, on avait déjà prévu qu'elle serait reçue par un professionnel ou en tout cas par un interprète en français. Ça s'appuie sur la sensibilisation de l'expérience des gestionnaires. Faut que les gestionnaires soient sensibilisés aux questions de barrières linguistiques, comme on vient de mentionner, mais ils vont essayer des choses. Mais c'est sûr qu'on ne réussit pas toujours la première fois. Alors, il faut continuer à encourager les gens qui essaient de faire en sorte que les patients et les professionnels soient bien jumelés. Et naturellement, s'il y a des gestionnaires bilingues, c'est toujours un élément extrêmement important parce que les gestionnaires peuvent communiquer à l'intérieur de l'organisation à un autre niveau. Et finalement, pour développer une offre, des modèles d'organisation, l'offre active des services de santé en français est à la base de tout ça. Je pense qu'il va falloir, comme réseau santé en français, réfléchir aux mécanismes qui pourront être mis en place et qui devront s'appuyer sur les façons de fonctionner des organisations. Peut-être qu'on peut regarder certaines choses qui sont faites pour les interprètes qui visent là à mettre ensemble un patient francophone et un intervenant. Mais quelles que soient les actions que l'on posera, il faut à la base s'appuyer sur deux choses. L'identification du personnel bilingue au sein de l'organisation. Qui est notre personnel bilingue? Où travaille-t-il? C'est des infirmières à l'urgence, etc. Et l'identification de la clientèle francophone. Alors, je pense que ça va être un beau défi au fur et à mesure qu'on va développer des services bilingues, de travailler aux stratégies qui vont permettre de faire en sorte que ces professionnels-là vont pouvoir desservir la communauté francophone. Alors, on va écouter le témoignage de Janine Doucette, nous parler un peu comment le Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick est passé d'établissement de santé anglophone à établissement bilingue. Souvent, afin de maintenir les services, nous sommes obligés de recruter du personnel ayant peu ou pas de compétences en français. Donc, nos profils linguistiques ne sont jamais à l'état désiré. Cependant, nous gérons la demande pour les services bilingues selon une variété de manières innovatrices et stratégiques qui nous permet de répondre aux besoins des francophones. Nous avons un département de gestion de l'accès ou de triage, puis tous les renvois sont filtrés à travers de ce groupe. La préférence linguistique du patient est identifiée et inscrite dans une base de données ou un logiciel. De plus, ces détails autour des besoins linguistiques sont inscrits sur les fiches de réservation, diverses feuilles de route, afin d'assurer que cette information se rend au département avant l'arrivée du patient, afin de permettre un peu de planification pour combler le besoin linguistique. Et cette information-là suit le patient pendant tout son séjour avec nous. Lorsque c'est connu, la préférence linguistique du partenaire ou membre de la famille est également obtenue. Nous nous attendons que chaque département à l'intérieur du programme vont se responsabiliser à coordonner les soins en tenant compte des besoins linguistiques du patient et de la famille. C'est une pratique presque automatique pour la plupart de nos employés. Pour les cas prévus, plutôt ambulatoires, notre personnel contrôle l'entrée de ces patients-là dans les cliniques pour que les patients francophones s'enlignent avec un médecin bilingue,
puis ce médecin bilingue-là sera responsable de la clinique cette journée-là. Si cela pose un délai d'attente inacceptable, le personnel verra à ce qu'une infirmière clinicienne spécialisée bilingue soit présente et agira comme interprète pour le médecin au besoin. L'équipe d'appel pour nos laboratoires est coordonnée de telle sorte que si un médecin unilingue est à l'appel, une infirmière ou une technologue bilingue doit faire partie de cette équipe d'appel. Cependant, si le médecin à l'appel est bilingue, le reste de l'équipe de l'appel peut être unilingue anglophone et c'est vraiment comme ça qu'on s'organise. L'assignation des travaux pour les employés bilingues est souvent modifiée afin de s'assurer que les besoins de communication de nos patients francophones et les membres de leur famille sont satisfaits. C'est une exigence qui est discutée lors de l'entrevue et pose rarement un problème car les autres membres de l'équipe multidisciplinaire vont offrir un appui à cet employé pour les autres tâches, afin d'essayer d'égaliser le fardeau de travail. L'appui au maintien des compétences linguistiques. Dans un environnement anglophone, il est extrêmement difficile de demeurer bilingue. Mais maintenir un bilinguisme professionnel est encore plus difficile. Alors, on aimerait juste faire un rapide rappel sur l'importance de l'appui linguistique. On a parlé lors du module d'introduction que la maîtrise d'une langue peut varier à travers les 4 compétences de communication, parler, comprendre, écrire. Elle peut varier dans le temps, elle peut varier selon la situation. La pratique des 2 langues en contexte de travail est essentielle pour maintenir le niveau de bilinguisme. Alors, un professionnel bilingue qui n'a jamais l'occasion en contexte de travail, de parler français, va avoir énormément de difficultés à maintenir son niveau de bilinguisme, certainement son niveau de bilinguisme professionnel. L'employeur doit assurer le maintien des compétences linguistiques au même titre que pour les compétences cliniques. Ordinairement, il comprend très bien son rôle pour les compétences cliniques, mais c'est aussi important pour les compétences linguistiques. Alors, il doit offrir des occasions de se perfectionner et surtout d'utiliser les 2 langues en contexte de travail. Alors, on va parler des principales mesures d'appui au travail bilingue. L'accès facile à l'outillage linguistique, des lexiques, des dictionnaires, des applications mobiles, quels qu'ils soient, il faut que cet accès-là soit facile. C'est pas aller chercher le dictionnaire 3 étages plus loin. Ça facilite pas le travail bilingue. Des formulaires courants, bilingues et du matériel d'éducation en anglais et en français. Moi, je reviens toujours sur celui-là. Je pense que c'est une des mesures qui est la plus gagnante. C'est professionnel, parce que les professionnels de la santé constamment nous remettent des documents, nous font lire des documents, nous font signer des documents. S'ils ont sous la main les documents bilingues, ça va être extrêmement facile, beaucoup plus facile en tout cas pour eux. Des échanges avec des établissements de formation francophone, avoir des programmes de formation pour des stagiaires, c'est une bonne occasion pour un professionnel bilingue de pratiquer sa langue avec des stagiaires. Leur offrir une possibilité d'exercer leur profession en français régulièrement. Si ce n'est pas possible ou si c'est très difficile à l'intérieur de l'établissement, on peut penser à des stages, à des échanges, des fois juste l'échange d'une journée d'une infirmière qui va visiter un établissement francophone et qui participe à l'offre de soins pendant une journée. En tout cas, il faut souvent penser peut-être un peu en dehors de la boîte. Et finalement, la formation linguistique et la formation continue. Alors, en premier lieu, on va parler de formation linguistique. La formation linguistique, elle peut être offerte de multiples façons. En milieu postsecondaire, en tant que formation continue. Plusieurs types d'institutions offrent des cours en français, des cours de rattrapage, des cours d'échange, leur permettre de conversation. Naturellement,
Pour être efficace, elle doit s'appuyer sur l'évaluation des compétences linguistiques puis les besoins spécifiques de l'apprenant. Si le professionnel est à un niveau intermédiaire avancé, mais on va essayer de l'amener à un niveau avancé, puis on va le mettre dans un contexte d'apprentissage à ce niveau-là. Alors ça, je pense que c'est très important. Il y a des formations linguistiques dans les grands établissements qui peuvent être offertes en milieu de travail. Puis quelquefois, c'est au niveau régional. Alors, certaines régions offrent des bourses d'appui, d'autres types d'appuis financiers. Alors, peut-être qu'on pourrait regarder moi, ce que je trouve être une bonne pratique, le réseau Santé en français au Manitoba, via l'Université Saint-Boniface, offre des cours de français aux employés dans les organismes désignés bilingues ou offrant des services de santé en français. Ce qui est intéressant et peut-être à garder en tête dans cet exemple-là, c'est les critères d'admissibilité. C'est-à-dire, on sait que les ressources sont limitées, que ce soit les ressources financières, que ce soit les ressources en matière de temps. Alors, c'est important d'avoir des critères pour s'assurer qu'on a un retour sur notre investissement qui vaut vraiment la peine. Alors, dans leur cas, c'est que la personne qui veut suivre les cours doit occuper un poste permanent qui est désigné bilingue ou au sein d'un établissement ou d'un programme. Important. C'est un employé qui est en communication directe avec les patients ou le public dans le cadre de ses fonctions. On a vu dans certaines occasions où on offrait de la formation linguistique bar ouvert, qu'on avait des cuisiniers qui venaient prendre des cours en français. Bien, pour une organisation qui investit dans la formation linguistique, c'est pas très, très rentable. Par contre, former une réceptionniste à offrir des services en français est extrêmement important. Et finalement, leur dernier critère, c'est s'engager à participer activement. Alors ça, je pense, c'est un très bon exemple à garder en tête. Et puis, les critères sont très bons aussi. Mais maintenant, on a parlé de formation linguistique. Il y a aussi la formation continue en français. C'est important d'offrir du développement professionnel, de la formation continue et des occasions d'acquérir ou de maintenir les compétences linguistiques dans les deux langues. Souvent, on va voir dans le domaine de la santé, on change les pratiques, on change les techniques, on change les médicaments régulièrement. Si j'ai été formée, si je suis sortie de mon programme de formation il y a 5 ans, il y a 10 ans, la pratique est tout à fait différente aujourd'hui, 5 ou 10 ans après. Alors, c'est important que les professionnels bilingues puissent aussi aller chercher de la formation sur le langage professionnel en français. C'est avec ces formations-là qu'il va maintenir sa confiance à offrir un service de qualité en français. Alors, je pense qu'on peut regarder beaucoup des initiatives du Consortium national de formation en santé, soit au niveau national ou soit en lien avec les différentes provinces et territoires. Mais tous les ateliers de terminologie médicale dans les deux langues, les stages cliniques, les échanges avec des établissements. Alors, je pense que c'est extrêmement important de garder en tête que le professionnel, pour vouloir offrir des services en français, doit garder une confiance professionnelle autant que pratique. Alors, un bel exemple de ça, ce sont les cafés de Paris qui ont été mis en place au Nouveau-Brunswick. Dans le fond, c'est une approche novatrice pour l'apprentissage et le maintien du français afin d'appuyer l'offre active de services en français et de créer un espace qui va permettre aux employés, d'acquérir ou de maintenir les compétences linguistiques de base en français, ce qu'on parlait de la formation générale, et d'interagir davantage au français à l'oral, de garder cette confiance-là. Ce qui est intéressant de cette approche-là, c'est qu'elle est très, très flexible. Ça peut être des séances individuelles, en petit ou en grand groupe, de façon formelle, avec ou sans rendez-vous.
Ça peut être dans des lieux et des horaires fixes, par exemple, à la cafétéria à midi, 2 fois par mois. Ou mobile, on va bouger pour aller rejoindre les gens dans des milieux où il est difficile de s'absenter pour une longue période. Ça peut aussi être des ateliers sur des thématiques d'un secteur médical. Par exemple, juste le langage de l'oncologie en est un, mais le triage à l'urgence, c'est souvent, on est dans des situations où on interagit rapidement. Alors, juste partager et pouvoir parler en français, échanger sur la thématique du triage à l'urgence est extrêmement intéressant. Je vous invite à écouter Mme Gaétane Lévesque-Dupont au sujet du Café de Paris. Suite à un besoin identifié dans notre communauté, le besoin de donner des services en français, on a décidé de mettre sur pied un outil d'appui linguistique pour, au lieu d'aller recruter des employés bilingues, on allait partir de ceux qu'on avait déjà. Donc, de ceux qui ont une certaine connaissance ou même pas de connaissance du tout de la langue, afin d'améliorer ou de conserver le niveau linguistique en français qu'ils ont déjà. Pour tous les employés, qu'on soit un porteur, qu'on soit un médecin, qu'on soit une infirmière, ce niveau linguistique doit être amélioré, conservé, bonifié avec des outils qu'on a mis sur pied. Et le Café de Paris est l'outil majeur. L'outil majeur où est-ce que l'employé va aller demander au moniteur « Veux-tu m'aider, s'il te plaît? Je travaille dans tel département. Veux-tu m'aider avec le vocabulaire? Veux-tu m'aider à jouer des rôles pour que je puisse répondre aux clients? » Les étapes d'établissement du Café de Paris, c'est vraiment d'aller chercher l'aval de la haute direction. C'est vraiment mettre sur pied un plan de communication. C'est d'avoir une championne ou un champion qui t'ouvre les portes, qui fait en sorte que ça facilite la communication avec les gestionnaires et les directeurs. C'est vraiment aussi d'être capable de les écouter, d'aller chercher leurs besoins autant que de leur offrir de l'appui linguistique. Les étapes, c'est d'être capable d'évaluer où est-ce qu'on en est rendu et de toujours être à l'écoute de leurs besoins. L'impact, c'est qu'on l'a mesuré avec des enquêtes. Donc, on a mesuré qu'on a passé de 0 à 25 pour l'offre active de personne à personne. Au téléphone, c'est très bien. Ensuite, la continuité, donc l'offre du service en continuité, elle est rendue à 75 Mais qu'est-ce qui est encore plus important? C'est le changement de culture que ça l'a fait. Ça l'a fait en sorte que les barrières linguistiques entre les deux communautés, ils sont en grande partie tombées à cause du Café de Paris. Alors, les cafés de Paris sont vraiment une très belle initiative. Il existe de la documentation et il y a un guide qui est présentement en préparation. Qu'est-ce qu'un réseau ou une communauté peuvent faire pour appuyer le recrutement et la rétention des professionnels? On sait que la capacité de recruter et de retenir le personnel bilingue repose aussi sur l'engagement de la communauté francophone pour appuyer la rétention des professionnels dans leur milieu de travail. Il y a plusieurs pistes d'action qui ont déjà été mises en place par certains d'entre vous. Alors, on va peut-être prendre le temps de les regarder. Les réseaux peuvent outiller les organisations pour faire de l'offre active. Vous avez développé des boîtes à outils, des énoncés de position. C'est très important de partager ces outils avec les organisations de santé pour les encourager à faire de l'offre active. Favoriser la collaboration entre la communauté francophone et l'organisation de santé, créer des opportunités de se parler, d'échanger, encourager les partenariats avec d'autres organisations bilingues ou francophones. On sait que les différents projets qui ont été mis en place au cours des années ont permis de développer de nouveaux partenariats. Il faut toujours garder en place que ce sont des occasions inestimables de le faire. Célébrer l'apport du personnel bilingue dans les services à la communauté. On sait que les organisations de santé ont des programmes de reconnaissance des employés, mais on parle ici de célébrer l'apport du personnel dans les services à la communauté pour
pour démontrer que la communauté apprécie les services et les efforts qui sont faits. Et finalement, une des pistes d'action importantes, c'est encourager la communauté à demander et à utiliser les services en français. Célébrer la part du personnel bilingue dans les services à la communauté est extrêmement important. Qu'on parle de l'Étoile Santé à l'île du Prince-Édouard, du prix Roger Champagne à Terre-Neuve-Labrador, du prix Margaret Theresa McDonald au Manitoba, du prix Florent Lalonde en Ontario, le prix de mérite accordé par la Compagnie des 100 associés francophones en Saskatchewan, des bons coups au Nouveau-Brunswick, le prix Hubert Gauthier à la Société Santé en français. Vous le faites déjà, il faut continuer, c'est important. Et même si vous ne le faites pas, il est toujours possible de collaborer ou de vous associer avec les associations francophones de vos régions et de suggérer une catégorie de professionnels ou intervenants de la santé. Mais aussi, parmi les bonnes pratiques qu'on aimerait mettre de l'avant, c'est l'aspect de la demande active de services en français. Plus on va demander des services en français, plus on a de chances d'avoir des services en français. Alors peut-être on voulait mettre de l'avant l'appel de projet du Reflet Salvéo à Toronto qui invite les organismes et les personnes à lui soumettre des projets à la fois sur l'offre active et sur la demande active. Alors, leurs petits pictogrammes à cet égard sont intéressants. La rétention des ressources humaines bilingues est un enjeu majeur pour les organisations de santé. La rétention des employés bilingues augmente lorsqu'ils se sentent appuyés, valorisés et autorisés à offrir des services en français. L'appui au maintien des compétences linguistiques ainsi que les modèles d'organisation des services ou organisation du travail favorisant le jumelage d'un professionnel bilingue avec un client francophone permettent une utilisation efficiente de cette compétence linguistique. Et les réseaux de la communauté jouent un rôle clé en soutenant, en demandant et en utilisant les services en français. Alors, comme à la fin de chacun des webinaires, on regarde notre facteur clé de ce webinaire-ci, former, outiller, appuyer et valoriser les ressources humaines bilingues pour augmenter la rétention du personnel bilingue. Puis je vous rappelle aussi l'existence des fiches, conseils et bonnes pratiques, ainsi que différents outils pour appuyer la mise en œuvre du cadre de référence. Alors, je vous remercie beaucoup de votre patience et le prochain webinaire portera sur l'évaluation.